bicaténaire segmenté. Il comporte 11 fragments d'ARN bicaténaire segmentés. Donc, les segments d'ARN ne sont pas identiques. Chaque segment code pour une fraction, pour une information génétique donnée. D'accord? Ce sont 11 segments obligatoires. Ce n'est pas des segments qui se dupliquent ou parce que versus, vous allez avoir d'autres virus où on va avoir, par exemple, deux brins d'acide nucléique qui sont identiques. Non, pour les segments, pour cet virus, ça a ARN segmenté bicaténaire à capside écosahédrique. Donc, voilà pour la structure du virus. Je reprends pour résumer. Ce sont des virus à ARN bicaténaire segmentés à capside écosahédrique constitués de 3 couches protéiques concentriques et non enveloppés. Ce sont des virus non enveloppés responsables de gastro-entérite aiguë chez l'enfant en bas âge. Et ces gastro-entérites sévissent généralement sur un mode épidémique. Multiplication du virus. Les rotavirus humains peuvent être cultivés sur une assez grande variété de cellules. Donc, on va voir multiplication du virus sur culture cellulaire. Comme vous savez, il existe des virus qui sont cultivables et d'autres qui sont non cultivables. Pour les rotavirus, on peut les cultiver sur une grande variété de cellules. Donc, je pense que vous savez ce que c'est qu'une culture cellulaire. Les plus classiques étant la lignée continue de reins de singe. Donc, on va avoir plusieurs types de lignées cellulaires qui permettront la culture d'un virus donné. Pour les rotavirus, par exemple, on a la lignée continue de reins de singe. Sur cette lignée, la réplication est rapide. Elle est obtenue en 10 à 12 heures. En 10 à 12 heures. Où on a des lignées différenciées d'épithélium intestinal humain de type CaCO2. On va à 24 heures à 37 degrés. Donc, pour résumer ce paragraphe, les rotavirus humains sont cultivables sur les lignées, c'est préférentiellement sur plusieurs lignées cellulaires, préférentiellement les lignées de reins de singe où on obtient une culture rapide en 10 à 12 heures. Sinon, on a les épithéliums différenciés, donc les lignées différenciées d'épithélium intestinal humain où on a une culture plus lente au bout de 20 à 24 heures à 37 degrés. L'isolement en culture cellulaire est complexe et il n'est pas envisageable bien sûr par des laboratoires de routine. Ça veut dire quoi sur plusieurs lignées? Donc les lignées cellulaires, d'abord pour le bruit de fond, désolé, déjà on a eu du mal à nous reconnecter. Le deuxième, donc je ne sais pas ce qu'on peut faire. Pour la deuxième question, donc ça veut dire quoi? Plusieurs lignées. Donc les lignées cellulaires, revoyez le cours culture cellulaire ou le cours sur le diagnostic virologique. Je pense que vous avez dû faire ce cours. Donc c'est l'équivalent. Donc pour la bactériologie, on parlait de milieu de culture. On parlait de gélose nutritive, de gélose au sang cuit, etc. Pour les virus, comme vous savez, les virus, ce sont des micro-organismes à multiplication intracellulaire obligatoire. Donc, on ne peut pas les cultiver sur des milieux empiriques. Pour les cultiver, on a développé des tissus donc, qui sont entretenus dans les laboratoires. Et ces tissus, donc il y a un ensemble de cellules. Donc, il y a plusieurs tissus qui sont utilisés pour la culture des virus. On les appelle les lignées cellulaires. Donc, c'est l'équivalent des milieux de culture. Il existe plusieurs types de lignées cellulaires. Par exemple, vous avez les cellules de reins de singe, l'épithélium humain. Il existe plusieurs types de lignées cellulaires. Et donc, chaque lignée cellulaire est permissive à un virus et elle va donner un ECP, un effet cytopathique pour ce virus au bout de combien de temps, etc. C'est comme l'équivalent pour les bactéries pour les bactéries, par exemple, c'est l'équivalent des milieux de culture et d'aspect des colonies. Donc, si vous vous souvenez, en bactériologie, on disait, par exemple, telle bactérie, la connexion est instable, je suis désolée. Donc, pour les bactéries, on disait
par exemple, sur gélose nutritif, Escherichia coli va donner des petites colonies, etc. Là, pour les virus, on va parler, par exemple, sur la lignée reine de singe, le rotavirus va se multiplier en 10 à 12 heures de temps. Il va donner tel effet cytopathique. J'espère avoir répondu à votre question. Et donc, pour plus d'informations, revoyez le cours sur le diagnostic virologique. Voilà. Le cycle de réplication. La multiplication des rotavirus, elle est exclusivement cytoplasmique. Elle présente plusieurs particularités. Donc, vous retenez multiplication exclusivement cytoplasmique. Donc, c'est un virus qui se multiplie au niveau du cytoplasme. Il ne passe pas au niveau du noyau pour se répliquer. La pénétration directe du virus sous dépendance d'enzymes protéolytiques nécessaires au clivage de la protéine externe de la capside VP4 et à la perméabilisation de la membrane cellulaire. Donc, on va avoir pénétration du virus sous l'effet d'enzymes protéolytiques qui sont nécessaires au clivage des protéines externes de la capside et la perméabilisation de la membrane cellulaire. Donc, ces enzymes vont agir sur la membrane pour la rendre plus perméable et vont permettre également de cliver les protéines externes de la capside. Le virus apporte sa propre polymérase. La polymérase, c'est l'enzyme qui permet la réplication de l'acide nucléique, qui est alors activé par décapsidation. Donc, une fois le virus va pénétrer, il va avoir une décapsidation, ça veut dire une libération du génome viral de sa capside, et la polymérase va être à ce moment-là activée. La polymérase, c'est la protéine VP1. Est alors activée par décapsidation partielle du virus. Le processus d'assemblage et de maturation sont complexes. Donc, on va avoir 11 segments d'ARN positifs qui vont s'assembler au niveau d'inclusion cytoplasmique qu'on va appeler viroplasme. L'assemblage avec les protéines externes VP4 et VP7 conduit à la perte de l'enveloppe et à la libération de particules virales matures triple couche. Au final, les particules virales sont libérées par lyse cellulaire. Donc, on a pénétration du virus par endocytose et libération des particules virales après sa multiplication. Donc, si on a un virus qui va pénétrer, on va avoir libération de plusieurs virions. La libération des virions va être accompagnée par la lyse de la cellule intestinale non polarisée ou pour les cellules de la bordure villositaire intestinale, de la bordure ambrose. Donc, il va y avoir une déstabilisation au niveau de l'intestin, ce qui va donner l'effet cytopathique sur l'intestin. Donc, vous avez une image du cycle de multiplication. On a attachement du virus, pénétration, clivage de la protéine VP4 et perméabilisation des membranes, décapsidation partielle, activation de la polymérase, synthèse de brins d'ARN génomique de polarité positive qui vont être lus, donc la synthèse des brins d'ARN génomique de polarité positive par l'intermédiaire de la polymérase qui est la protéine VP1. Lecture des brins d'ARN génomique de polarité positive par les ribosomes. On va avoir des protéines qui vont ensuite s'assembler aux brins d'ARN génomique dans des vacuoles intracytoplasmiques. Puis, il va y avoir libération à travers les cellules infectées par lyse ou par lyse donc de la membrane cytoplasmique, lyse cellulaire. Très bien. Le réservoir et mode de transmission. L'homme est le principal réservoir des rotavirus. Néanmoins, des cas d'infection par des rotavirus du groupe A chez les animaux ont été signalés. Donc, souvenez-vous, au début, on a dit qu'il y avait 7 groupes de rotavirus. Les plus importants A, B et C retrouvés chez l'homme et le plus fréquemment rencontré chez l'homme, c'est le groupe A.
L'infection évolue par épidémie hivernale dans les pays tempérés et tout au long de l'année dans les pays tropicaux. Grâce à leur triple couche protectrice, les rotavirus persistent plusieurs semaines dans le milieu extérieur. Donc, les rotavirus sont des virus non enveloppés résistants dans le milieu extérieur. Ils sont éliminés dans les selles et ils sont transmis par voie orofécale. Le réservoir principal, c'est l'homme. Le mode de transmission le plus courant des rotavirus humains est la voie fécalo-orale. Lors de la phase aiguë de la maladie, les patients peuvent excréter jusqu'à 10 puissance 12 particules virales par gramme de sel. Donc, vous voyez la quantité énorme du virus qui est excrétée. L'énorme quantité de virus excrété, donc 10 puissance 12 particules virales par gramme de sel. La présence et la persistance du virus de l'environnement sur les surfaces poreuses et sur les mains permettent une transmission directe par contact. Donc, c'est un virus qui est résistant dans le milieu extérieur, éliminé en grande quantité dans les selles et qui persiste dans l'environnement. Donc, il va contaminer les aliments, il va contaminer les mains et on va se contaminer par transmission directe. Le pouvoir pathogène. Les gastro-entérites à rotavirus sont les principales causes de diarrhée virale chez le nourrisson et le jeune enfant. Donc, pouvoir pathogène pour ce virus, c'est clair, ça a été dit dès le début. Ce sont des virus responsables de gastro-entérite aiguë chez le nourrisson et le jeune enfant. Les formes les plus graves arrivent dans les 2 premières années de la vie. Les formes les plus graves de diarrhée donc, arrivent au cours des 2 premières années. Vous savez qu'à cet âge-là, les patients sont fragilisés, il y a un risque élevé de déshydratation. L'infection à rotavirus se caractérise par une incubation brève. En moyenne, on va avoir 3 jours d'incubation et l'apparition de diarrhée liquide, de douleurs abdominales, vomissements, fièvre, conduisant souvent à une déshydratation. Donc, les formes graves, c'est généralement dû à des déshydratations. La maladie guérit en 3 à 8 jours spontanément. Le rotavirus est aussi la première cause d'infection nosocomiale en pédiatrie, en particulier lors du pic saisonnier hivernal, février-mars. Donc, on dit que le rotavirus est la première cause d'infection nosocomiale en pédiatrie. Bon, donc, on peut avoir au niveau du service de pédiatrie des enfants qui sont admis pour d'autres motifs qu'une diarrhée infectieuse. Ben, on admet un enfant qui est atteint d'une diarrhée à rotavirus, vu l'énorme quantité de virus qui est excrétée dans les selles, il va y avoir une diffusion rapide et du coup, on va avoir une épidémie en milieu hospitalier. C'est pour ça qu'on l'appelle infection nosocomiale en pédiatrie. Donc, vous avez donc la physiopathologie du virus. Les rotavirus ont un fort tropisme pour les entérocytes matures de l'intestin grêle où ils induisent des lésions à l'origine d'une diarrhée multifactorielle à triple mécanisme. On va avoir donc une diarrhée par malabsorption, diarrhée osmotique et diarrhée sécrétoire. Ils ont un tropisme, je retourne à la diapo précédente, ils ont un tropisme très important pour les entérocytes matures. Et ils vont infecter l'entérocyte. Il va y avoir une série de perturbations au niveau de l'entérocyte, ce qui va induire des diarrhées à triple mécanisme, des diarrhées sécrétoires, osmotiques et par malabsorption. Le diagnostic virologique. C'est-à-dire à 2 ans. Je n'ai pas compris votre question, Ryan. Vous dites à 2 ans, c'est-à-dire à 2 ans. Donc c'est une maladie de l'enfant jeune et les formes les plus graves surviennent avant l'âge de 2 ans. C'est tout. Le diagnostic virologique. Les symptômes cliniques des gastro-entérites à rotavirus ne sont pas suffisamment spécifiques pour permettre le diagnostic de la maladie, même si la prévalence du rotavirus et la sévérité du tableau clinique sont 2 éléments en faveur d'une étiologie à rotavirus. Donc, devant une gastro-entérite aiguë chez l'enfant, probablement l'agent étiologique le plus
le plus probable, c'est le rotavirus. Cependant, ce n'est pas une infection spécifique. Donc, devant une diarrhée, on ne peut pas savoir quel est exactement l'agent causal. Bien qu'on sait que les rotavirus sévissent par mode épidémique et lors de la saison hivernale. Mais on ne peut pas poser le diagnostic de certitude sur la base du tableau clinique, vu que ça peut être causé par n'importe quelle autre bactérie ou virus. Le diagnostic repose exclusivement donc sur des techniques de détection directe du rotavirus dans les selles. Donc le diagnostic virologique, il est très important vu que cliniquement, on ne peut pas poser le diagnostic étiologique. On doit faire un diagnostic virologique pour pouvoir mettre le doigt sur l'agent responsable de la diarrhée. Donc le diagnostic virologique, il repose sur la détection du rotavirus dans les selles. On doit retrouver notre rotavirus ou bien ou le virus ou bien ses antigènes dans les selles. Le prélèvement, bien sûr, ça va être des selles. Le prélèvement doit être réalisé à la phase aiguë de la maladie où on va récolter 2 à 3 grammes de sel dans un récipient stérile. L'exécrétion du virion dans les selles pouvant être observées jusqu'à 3 semaines après le début de la maladie. La détection du rotavirus peut être obtenue plus tardivement grâce à la très grande sensibilité des techniques moléculaires. Donc, normalement, la détection, elle est réalisée pendant le début au cours de la phase aiguë de la maladie. Et le virus, vu que le virus peut persister jusqu'à 3 semaines, des techniques de biologie moléculaire qui sont très sensibles peuvent permettre la mise en évidence du virus plus tardivement. Il peut être transmis au laboratoire à température ambiante, le prélèvement. Le prélèvement peut être conservé à plus 4 pendant 72 heures avant d'être traité. Donc, on peut le conserver à plus 4 degrés Celsius pendant 72 heures. Et on peut donc pour le transmettre au laboratoire, ça peut se faire à température ambiante, mais rapidement, bien sûr. Le diagnostic direct, outre donc la microscopie électronique, le diagnostic direct, ça veut dire qu'on va rechercher le virus ou bien ses constituants. Donc, parmi les techniques de diagnostic direct, on a la microscopie électronique. La microscopie électronique, vous savez que ce n'est pas évident vu que ça nécessite un matériel très important qui n'existe pas dans les laboratoires de routine. Il est réservé à des laboratoires de recherche. De nombreuses techniques ont été développées pour détecter les rotavirus directement dans les selles. Ce sont soit des techniques conventionnelles, soit des techniques de biologie moléculaire. Donc, je reprends pour le diagnostic direct les moyens dont on dispose. La microscopie électronique, qui reste l'apanage des laboratoires spécialisés. Sinon, pour les laboratoires, pour le diagnostic en routine, ce sont des techniques, soit des techniques conventionnelles, des techniques immunoenzymatiques, ou bien on va avoir des techniques de biologie moléculaire qui mettent en évidence le matériel génétique du rotavirus. Pour les techniques conventionnelles, on a les techniques immunoenzymatiques type ELISA. On va détecter les antigènes du rotavirus directement dans les selles. Donc, la détection des antigènes de rotavirus directement dans les selles sont de loin les plus utilisées en pratique courante et concordent avec les techniques de biologie moléculaire dans près de 94% des cas. Vous savez que les techniques de biologie moléculaire sont très sensibles. Donc, on a vu que les techniques immunoenzymatiques concordent avec les techniques de biologie moléculaire dans 94% des cas. Quand c'est positif en biologie moléculaire, c'est positif en technique immunoenzymatique. Donc, ce sont des techniques qui sont bonnes. Ces techniques utilisent des anticorps monoclonaux dirigés contre la protéine de groupe VP6 spécifique du rotavirus A. Donc, les techniques immunoenzymatiques détectent, donc vous savez, c'est des réactions antigènes-anticorps. Elles vont utiliser des anticorps monoclonaux dirigés contre la protéine VP6 qui est spécifique des rotavirus du groupe A. Donc, est-ce que les rotavirus de groupe A vont être, autres que le groupe A, vont être détectés par les techniques immunoenzymatiques? Non, vu que les techniques immunoenzymatiques qui utilisent les anticorps monoclonaux dirigent contre cette protéine VP6 spécifique du groupe A. Mais comme c'est les plus fréquents, donc ça fait l'affaire, si vous voulez. Les tests immunochromatographiques se présentent sous forme de tests unitaires. Leur sensibilité est
similaires au test ELISA, mais leur interprétation reste subjective. Donc, ce sont des tests unitaires par personne et ils ont une bonne sensibilité. Ils présentent l'avantage d'être faciles et rapides d'utilisation et ne nécessitent donc pas de personnel qualifié. Leur utilisation est particulièrement adaptée au coup par coup, aux situations d'urgence et au lit du malade. Donc, ce sont des tests unitaires, ce sont des tests immunochromatographiques. On va déposer une parcelle de sel qui va migrer. Et si on a le rotavirus ou les antigènes du rotavirus, on va avoir certainement des, des arcs. Les techniques de biologie moléculaire sont les plus utilisées en épidémiologie pour caractériser les souches virales. Alors, ce sont les techniques d'abord les plus sensibles et ils permettent d'obtenir le génome. Ils permettent d'obtenir le génome, donc ils sont utilisés pour suivre l'évolution de ce virus. Ils permettent de caractériser les souches virales. On a parmi les techniques de biologie moléculaire l'amplification génique par transcription inverse ou la RT-PCR, qui permet à la fois la détection du génome viral directement dans les selles, mais également de déterminer le génotype G et P des rotavirus par couplage avec le séquençage. Donc, ils vont nous permettre de connaître la structure exacte du génome viral, même s'il y a des modifications. C'est pour ça qu'elles sont utilisées pour l'épidémiologie, pour suivre notre rotavirus. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il n'a pas changé? Des techniques d'amplification dites en temps réel ont été également développées. Le traitement, il n'existe à ce jour aucun traitement antiviral contre le rotavirus. La prise en charge, le traitement antiviral contre le rotavirus, la prise en charge adaptée, notamment la prise en charge adaptée, donc il n'existe pas de traitement antiviral spécifique. La prise en charge, c'est la réhydratation. Elle permet d'obtenir une guérison en 5 à 7 jours. Parce que, en fait, le virus, le, 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 pardon, le problème avec le rotavirus, c'est la diarrhée sécrétoire donc, et la déshydratation de l'enfant. Donc, le seul traitement, c'est un traitement symptomatique. On va réhydrater le patient. La réhydratation constitue la principale complication, tout particulièrement chez le nourrisson, chez lequel elle doit être systématiquement recherchée, notamment par la pesée du patient. Vaccination et prophylaxie. La prévention de la transmission du rotavirus passe par l'observance des règles d'hygiène, vu que c'est un virus à transmission orofécale. Donc, si on a une bonne hygiène, on peut venir à bout de cette infection. Divers vaccins contre le rotavirus ont été développés depuis le début des années 2000. 2 vaccins sont actuellement commercialisés et s'administrent par voie orale sous forme de solution buvable. Le schéma de vaccination comporte 2 ou 3 doses préconisées avant l'âge de 6 mois afin de limiter les risques connus d'invagination intestinale aiguë chez le nourrisson. Donc, le vaccin est préconisé chez les nourrissons avant l'âge de 6 mois, vu qu'avant cet âge-là, il y a un risque d'infection grave, invagination intestinale. Le vaccin qui existe, donc on a un vaccin monovalent composé d'une souche atténuée dérivée d'un rotavirus humain de génotype GMP. Le vaccin recombinant pentavalent, basé sur la recombinaison d'un rotavirus bovin de génotype GP6, G6P, avec des rotavirus humains des génotypes G1, G2, G3 et G4. Donc, ils protègent contre un plus grand nombre de génotypes. Ils permettent d'obtenir une protection vis-à-vis des formes sévères dans plus de 90% des cas. Bien sûr, le pentavalent, il protège contre un plus grand nombre de sérotypes. D'autres vaccins à moindre coût ont été adaptés à l'épidémiologie des rotavirus dans les pays en voie de développement et plus récemment ont été développés. Donc, pour les pays en voie de développement, on a adapté des vaccins qui protègent contre les souches qui sévissent dans ces pays-là. Donc, je retourne à la protéine VP6. La protéine VP6,
C'est une protéine, c'est une protéine qui est spécifique. C'est un antigène de groupe. C'est un antigène de groupe. Donc, c'est une protéine qui est de structure de la capside. Et elle représente, elle est spécifique du groupe A. Voilà. Donc voilà, c'était pour le cours. Ce que vous devez retenir de ce cours, c'est la structure du virus. C'est un virus qui est nu avec une capside icosahédrique et un génome à ARN segmenté bicaténaire. Chaque segment du génome comporte une information génétique donnée. Donc, comme vous voyez sur cette image, les 11 segments, les 11 segments de les 11 segments d'ARN. Vous avez un, deux, voilà. Et chaque segment, là par exemple, sur le segment 1, il code pour la protéine VP1. Pour le 2, il code pour la 2, 3. Pour le segment 4, il code pour la protéine VP4. Donc chaque segment porte une information génétique. Ce ne sont pas des segments identiques. On ne peut pas avoir un rotavirus, donc viable auquel il va manquer un segment parmi les 11. Donc, c'est un ARN génomique segmenté, donc la nature Théo, et il est bicaténaire. Ça veut dire qu'on a double brin, deux brins d'ADN, d'ARN. Donc là, pour la structure, pour le réservoir, donc on a le groupe A, le réservoir est le plus fréquent chez l'homme et son réservoir est strictement humain. Pour le groupe, pour le mode de transmission, c'est une transmission orofécale par l'intermédiaire des mains souillées. Pour le pouvoir pathogène, c'est une gastro-entérite aiguë qui est particulièrement grave chez le nourrisson avant l'âge de 6 mois, donc les formes graves avant l'âge de 2 ans, et elle sévit sous forme épidémique. Il cause des épidémies très très importantes. Donc, souvent, vous entendez en période hivernale, j'ai une gastro-entérite. Donc, en période hivernale, elle sévit surtout. Pour la multiplication du virus, c'est un virus cultivable qu'on peut cultiver sur des lignées cellulaires. Parmi les lignées cellulaires permissives à ce virus, on a les lignées de reine de singe et les lignées différenciées de l'épithélium intestinal humain. Bien sûr, les cultures cellulaires en général, ce ne sont pas des moyens utilisés pour le diagnostic virologique. Ils sont réservés à des laboratoires spécialisés pour l'étude des virus. Ils ne sont pas envisageables comme technique de diagnostic de routine. C'est pour ça qu'on n'a pas mis la diapo multiplication du virus euh, quand on a parlé du diagnostic virologique. Pour, pour la physiopathologie, donc, vous retenez cette phrase pour la physiopathologie. Les rotavirus donc, ont un tropisme important pour les cellules matures de l'intestin grêle. Ils vont induire des lésions qui seront à l'origine de diarrhée à triple mécanisme. On va avoir une diarrhée par malabsorption, une diarrhée osmotique et une diarrhée sécrétoire. Et pour le diagnostic virologique, la mise en évidence directe du virus, on ne parle pas du tout de sérologie pour le diagnostic du rotavirus. Donc, on parle de diagnostic direct. Direct, les moyens de diagnostic direct, donc on a la microscopie électronique, et ça reste un élément de diagnostic, ça reste réservé à des laboratoires spécialisés. Sinon, on a les techniques immunochromatographiques et les techniques immunoenzymatiques. Les techniques ELISA, et bien sûr, et les techniques de biologie moléculaire. Les techniques ELISA, qui sont très sensibles, qui mettent en évidence la protéine VP6 de groupe spécifique du rotavirus humain, et des techniques immunochromatographiques qui sont des tests unitaires. C'est comme pour un test de grossesse. Elles sont surtout, sont des techniques assez sensibles et surtout, elles sont adaptées pour les situations d'urgence, vu qu'elles ne nécessitent pas de matériel important. Ce sont des tests unitaires et elles ne nécessitent pas un personnel qualifié. N'importe qui peut faire un test. Donc, il suffit de lire le prospectus et on pourra le réaliser.
Les techniques de biologie moléculaire sont surtout adaptées pour le suivi épidémiologique des souches virales sévissant dans un endroit précis. Donc, les techniques de biologie moléculaire ne sont pas adaptées pour le diagnostic en routine, vu que les techniques immunoenzymatiques sont très sensibles et les techniques immunochromatographiques et elles sont plus faciles à réaliser et moins coûteuses. Les techniques de biologie moléculaire sont connues pour être très coûteuses. Donc, elles sont réservées pour les études épidémiologiques. Et pourquoi on fait des études épidémiologiques? C'est dans la perspective de développer des vaccins, par exemple. Donc, il n'existe pas de traitement antiviral spécifique. Le seul traitement, c'est la réhydratation. Et pour la prophylaxie, c'est d'abord l'hygiène. Et ensuite, on vient de développer quelques vaccins, bien sûr. Donc, voilà, quelques vaccins qui sont efficaces, qui protègent contre l'infection par les rotavirus, qui sont surtout préconisés chez les sujets fragilisés pour éviter les formes graves. Sinon, ce n'est pas une infection grave. Donc, il existe le vaccin monovalent et un vaccin recombinant, un pentavalent, qui protège contre 6 génotypes du virus. Voilà, si vous avez d'autres questions.